bien bonjour à tous, bonjour à tous les chasselants et à tous les téléspectateurs qui suivent Il était une fois Chassieux. Encore un grand merci pour suivre toutes les vidéos. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de interviewer Marie Delay-Foucault et Gilles Champion, donc deux anciens chasselants, enfin une chasselante depuis très longtemps, 1957, et Gilles Chasselant De 63 à 70, on va dire. 70, d'accord. Est-ce que toi, tu es originaire d'Azieux? D'Azieux, la Grande Plaine. La Grande Plaine, grande famille d'Azieux. On ne dit pas Jeunassien, puisqu'à l'époque, c'était plutôt Azieux, la plaine d'Azieux. Voilà. Et toi, Marie-Claude, donc tu as été donc, sur Chassieux, 57. On a interviewé maman l'année dernière. Ça fait pratiquement un an, ouais. Ça fait pratiquement un an. Ouais. Maman qui repose en paix, on lui fait un grand bisou de loin. Partie en décembre. Et puis, est-ce qu'on peut lui dédier ce reportage? C'est gentil. Bon, bah voilà. Et ben, on lui dédie ce reportage aujourd'hui. Et on va parler donc de la famille Delay, de Papy, et puis des projets communs tous les deux. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous raconter un petit peu ta vie chasselande? Et puis après, Gilles, on viendra à toi. Eh bien, j'ai fait toute ma scolarité depuis la maternelle jusqu'à la fin du collège, ici à Chassieux. Et ensuite au lycée Charial à l'époque. Et nous avons fait un peu un parcours en parallèle puisqu'on était au lycée ensemble. On s'est retrouvés ensuite, le chemin a continué à être parallèle avec le théâtre. Avec le théâtre, parce que c'est une passion commune tous les deux, puisque vous avez un grand panel d'historique théâtral. Voilà. Et toi, Gilles, alors? Moi, je suis d'Azieux, et puis en 63, j'ai eu le privilège de rentrer en 6e, donc CEG de Chassieux. Ouais. En 65, l'État a accepté d'ouvrir une classe de 4e et de 3e, parce qu'il n'y avait que les 2 premières années au début. Et donc j'ai pu aller jusqu'au brevet en 67. D'accord. Et puis après, on a rejoint le lycée La Cassagne, qui était notre lycée de secteur. Et à partir du 14 février 68, où ma maman m'avait acheté une mobilette, 800 francs de l'époque. La fameuse. C'était des sous des allocations familiales du trimestre. C'est important. Ouais. Hein. Et ben, je suis sorti en bande avec les jeunes de Chassieux jusqu'au bac. Puis après, la fac a été une autre vie. Ouais. Donc, je salue tous mes amis de Chassieux qui sont dans les photos. On les retrouvera. Voilà. Est-ce que tu as des petits noms à nous... Donc, Michel Fourier, bien sûr, qui est mon conscrit, parce qu'on a le même âge, les mêmes histoires. Sa femme, Christiane, ex-Dombry. Donc, Daniel Pilois, d'auto-école. Un nom qui revient très souvent dans les commentaires. Voilà. Je ne sais plus si c'est le fils ou le petit-fils qui met des commentaires, mais... Et donc, je connais son fils, Eddy Pilois. Alors, c'est peut-être Eddy qui met des commentaires. Voilà, pour d'autres raisons, je salue Eddy également. Et puis, Ramona, bien sûr, Ramona Manas. Donc, je vois, on fait coucou chaque année pour l'anniversaire. Et puis, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Pascal Rouchon aussi. Oui. Allez, Pascal, bien sûr. Pascal Rouchon. Et Elisabeth. Voilà. Et c'est tous des amis communs. Tous des amis communs que donc vous avez connus lors des soirées, notamment à la salle des fêtes quand vous alliez danser à côté du collège, puisque la salle des fêtes était à côté du collège. Oui, puisqu'aujourd'hui le collège est devenu, en 81 est devenu l'école de musique, et suite à l'ouverture en 81 du collège Léonard de Vinci. Alors, Marie, comme j'en parlais en introduction de la vidéo, le bouquin de Papy. Dans les pas de Pierre Delay, résistant obstiné du Beaujolais à Londres, un opérateur de Jean Moulin. On en avait déjà discuté avec ta maman lors de son interview, une interview qui avait été très très émouvante, et pour ta maman et pour toi, et puis pour moi aussi, parce que ça remet en mémoire des souvenirs qui nous ont tous marqués. Mais ce livre, pour toi, il a une très grande importance parce que tu l'as découvert sur le tard. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, tu l'as découvert sur le tard. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Comment tu as récupéré tous ces papiers-là? Et puis, comment tu es arrivé à la rédaction de ce livre? Alors, quand mon papa est décédé en 2011, il a fallu mettre le nez dans des documents parce que je suis encore de la génération où on n'intégrait pas forcément les enfants aux choses privées, etc. Donc,
au fur et à mesure que je découvrais des documents pour pallier aux demandes de la succession, j'ai trouvé une caisse avec marqué dessus, une caisse que mon père avait faite en bois, parce qu'il était menuisier, avec une inscription toute mignonne, la résistance de mon père. Et là, tu savais pas du tout, tu mettais les pieds. Ah, pas du tout, parce que si j'étais pas intégrée à des faits d'armes de la guerre, puisque déjà j'étais une fille. Oui. Fille unique en plus, j'ai même pas bénéficié de confidences qui auraient pu être faites à mes frères, par exemple. Des confidences qui sont arrivées bien plus tard. Et qui sont arrivées bien plus tard, parce que dans ce coffret, il y avait tout un tas de documents écrits dans des langues différentes. Il y a même du norvégien. Oui, parce que la Norvège, c'est un lieu où est passé Papy. Voilà, la bataille de Narvik. Voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à dérouler, à ranger. Je le raconte, j'ai été aidée par des personnes qui m'ont donné des fils à suivre pour dépouiller des documents de cette façon. En 2012, j'ai commencé à me mettre en chasse de savoir ce que ces documents Et donc pendant à peu près 3-4 ans, tu as découvert, parce que comme tu m'as expliqué, tu es arrivé dans un terrain complètement inconnu et tu as récupéré plein d'informations, tu allais rencontrer plein de personnes importantes pour toi. Tu as découvert des opportunités, voilà. Incroyables. Tu as découvert des lieux sur les traces de Papy, puisque tu as été à l'endroit où il a eu son dernier souffle. Puis tu as appris que donc Papy a été proche de Jean Moulin. Voilà, mais par le jeu de une quinzaine de faux noms, c'était pas simple à remonter. Alors il avait... C'était des noms de résistants. L'Ennuyé, Dumoulin, et il avait Var aussi. Oui, Var, exactement, voilà. Pierre Lagrobe. Ah, celui-là, je ne l'ai pas vu dans le dictionnaire. C'est le nom de... Lagrobe, c'est le surnom du petit village d'où il était originaire. Donc Pierre Lagrobe, tout le monde, de marchands, quand il parlait à la BBC, savait qui c'était. Savait de qui on parlait. Voilà, d'accord. Savait qui parlait depuis la BBC. Et Papy, donc, avait 2 frères et une sœur. 2 frères et une sœur qui sont... tour à tour, devenus résistants dans le même réseau Phalanx. Ce réseau Phalanx qui a été créé par Christian Pinault. Christian Pinault, qui était très proche du général de Lestrin et de Jean Moulin. Voilà. D'accord. On va revenir sur l'histoire de ton grand-père, puisque de par son métier, il n'était pas prédestiné à être un grand résistant, parce que le titre résistant obstiné, c'est bien, ça lui colle très bien. Par contre, résistant oublié, suite à un reportage de France 3, tu n'étais pas très d'accord avec ce titre-là. Oui, il n'y a pas de performance à être oublié. Et puis on ne peut pas oublier les résistants qui Mais son se sont battus. obstination a été soulignée par beaucoup de témoins de l'époque. Donc Papy est né le 31 décembre 1902. Ouais. À l'âge de 20 ans, il s'engage dans les compagnies sahariennes. Dans les compagnies sahariennes, oui. Il aurait pu faire son service militaire à Villefranche-sur-Saône. Ouais. Mais il a préféré aller faire la croisière noire. Voilà, préparer la croisière noire. Ouais. Et donc 17 ans plus tard, donc la déclaration de la guerre de l'Allemagne sur l'Europe, envahissement de la Pologne, etc., appel d'une mobilisation générale des Français, et Papy, il ne se pose pas de questions. Sauf qu'en face de lui, il a quand même sa femme. Et un petit garçon. Et un petit garçon de 9 ans, qui a 9 ton ans, papa, qui ne sont pas très chauds pour qu'il parte. Non. Mais lui, il part. Il y va. À cette époque, il vivait à Marchand, dans le Beaujolais. Oui. Son village qui deviendra un lieu stratégique pour les relations résistance-Londres-Beaujolais. Pour recevoir tout ce qui était parachutage. Et 1 an plus tard, donc il part, comme tu me disais, en Norvège pour la bataille de Narvik. Et là commence la grande aventure à traverser l'Europe. Alors, il était dans les chasseurs alpins. Donc, il avait une formation dans la neige, de camouflage, etc. Donc, il a pu partir directement en Norvège. Dans la première vague,
celle qui a été la plus meurtrière. Ouais. Voilà. Mais il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Ah ben oui, parce que là, après, il est fait prisonnier à Boulogne. Oui, Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer. Et il arrive à s'évader. Dans un stalag, mais en France. Ouais. Il s'échappe. Là, il l'emmène dans un stalag en Russie. Allemagne. En Allemagne, ouais. Il s'échappe. Mm-hmm. Il le met dans un autre. Et il s'échappe encore. Il s'échappe encore. Avec des collègues qui sont témoins. Et là, il va jusqu'en Russie. Et là, pour le calmer, il l'emmène dans les goulags. dans un goulag au sud de Moscou à Mitchourine. Et c'est là où il fait la connaissance de Jean-Louis Crémieux-Briac, Philippe Vallat, Pierre Billotte et Alain de Boissieu. Voilà, c'est ça. le capitaine Billotte. Qui était le chef un peu de toutes ces personnes exilées dans ce goulag. Donc il est prisonnier goulag à Mitchourine près de Moscou. Et en juin 1941, il y a l'arrêt du pacte germano-russe de Barbarossa. Ce qui permet aux Russes de libérer, donc, c'est pas ce qui permet, mais ils décident de libérer les prisonniers français. Oui. Et Papy se retrouve. Alors il se retrouve à faire un périple assez incroyable. Il rejoint Arkhangelsk. Ensuite il rejoint le pôle Nord. Ouais. Et après il redescend. Du pôle Nord il retourne en Écosse. Ouais. Et après c'est l'Angleterre. Et là, septembre 1941, ils arrivent en Gardenstein à Londres et ils décident donc de rejoindre la résistance à Londres. Voilà. Et ils s'engagent dans les forces françaises libres qui sont créées par le général de Gaulle. Et il intègre le BCRA. Et là, il fait une formation radio. Voilà. Et là, ça commence à prendre vraiment beaucoup d'importance au sein de la résistance française. Il apprend plusieurs langues. Ouais. J'ai retrouvé la fille de son instructeur. D'accord. Oui, d'ailleurs, tu en parles dans le livre. Tu as gardé des liens avec elle. Oui, très fort. Et là, donc, on est à Londres et Papy va revenir dans le Beaujolais. Oui, il est parachuté de manière assez rocambolesque, oui, dans l'Ain, à Arbigny. D'accord. Il avait été dénoncé. Ça, c'est en août 1942. Août. Ouais, quand ils font la mission à bord du Lysander, et que le terrain est saboté, qu'ils arrivent et que l'avion s'écrase. Il prend le temps de mettre le feu à l'avion pour, avec le pilote, pour ne pas laisser quoi que ce soit aux mains de. Et à partir de 1942, il prend une énorme importance dans l'organisation de missions dans le Beaujolais. Oui. Enfin, dans le Beaujolais, même dans la région Rhône-Alpes. Puisque il est en relation avec Londres, avec les services secrets français, pour rapatrier des résistants de Londres et les faire venir dans la région donc de chez nous, pour alimenter le réseau. Et par la suite, ça deviendra un proche de Jean Moulin. Oui, enfin, ils se sont croisés à l'occasion de cet atterrissage manqué, parce que Jean Moulin devait repartir à Londres avec cet avion et il n'a donc pas pu. Donc, c'est là où les premiers contacts se font. Les premiers contacts se sont faits entre le grand-père et Jean Moulin. Et donc, dans l'organisation de ces différentes opérations, donc ton grand-père n'était pas tout seul, puisqu'il a été aidé par ses frères et sa sœur, qui faisaient partie donc, du réseau, tout à l'heure tu en parlais, Phalanx, qui avait été créé en 1942 par Christian Pinault. Oui. Et sur ça, tu as trouvé pas mal de documents, notamment sur Marie-Adrienne, ta tante. Oui. Tout à l'heure, tu nous disais qu'elle était très proche de Papy, et qu'elle a aussi eu la malchance de connaître le Fort Montluc suite à une dénonciation. Oui. Et donc, parle-nous-en donc, de ta tante Paris, puisqu'après elle a... Alors, le quatuor marchait formidablement bien, parce qu'il y avait une totale confiance entre eux, forcément, frères et sœurs. Et ta tante Adrienne était une femme que rien ne pouvait déstabiliser. Et elle faisait des allers-retours Lyon-Paris avec Gilbert Pinault. D'accord. Le petit garçon de Christian Pinault, qui avait 10 ans à l'époque. Que tu verras plus tard, que tu rencontreras plus tard. Que j'ai rencontré plus tard. Et, voilà. Et je suis toujours en contact avec sa compagne. Voilà. Donc c'est plein de belles histoires et des rebondissements qui continuent et qui... Voilà.
Et bien, la pauvre Tatan Adrienne se voyait confier des missions de plus en plus importantes. Et dangereuses. Et dangereuses. Jusqu'au jour où... Et jusqu'au jour où son nom est apparu malencontreusement dans des documents que la Gestapo a récupérés. Et elle a été arrêtée quelques jours avant ou après Christian Pinault dans le lieu qui était leur lieu de rencontre. D'accord. Donc il y a Marie-Adrienne, Tatan. Voilà, qui reste un peu plus d'1 an à Montluc. Ouais. Et après... Avec des interrogatoires toutes les semaines. Ouais. De la Gestapo. De la Gestapo, de Klaus Barbie en personne. Ouais. Ensuite, elle part à Ravensbrück. Et comme elle est une forte tête là-bas, elle répond. Et elle est punie encore plus fort. Elle est affectée au camp de Swodao, où elle participe à des fabrications de pièces de moteurs d'avion, d'aviation. D'accord. Etc. Pour les Allemands. Pour les Allemands. Mais quel trafic. La fibre résistante restera jusqu'au bout. Voilà, elle risque sa vie jusqu'au bout là-bas. Et est-ce qu'avec Tatan Adrienne, tu as eu des échanges à propos de cette période-là, plus petite, ou est-ce que tu as eu des échanges lorsque tu as découvert la vie de Papy? Non, elle était déjà partie, elle. Elle est décédée avant. Elle est décédée en 2010, avant... Mais simplement, elle sentait que je m'intéressais à des tas de choses. Elle m'a donné plein de documents, de choses personnelles de mon grand-père. Donc tu avais déjà la suspicion sur certains... Pas la suspicion, de l'intérêt pour Papy. Voilà, et puis que Tatan Adrienne ait fait les camps, pour moi, c'était quelque chose qui me tarabustait quand j'étais petite fille. Et elle me donnait à la volée, comme ça, des documents. Un jour, elle me donne des cassettes, à l'époque, c'était des cassettes vidéo d'émissions de télé qu'elle enregistrait. Et elle me jette, tiens, tu regarderas, il y a ton grand-père et puis il y a moi. Et c'est là que j'ai retrouvé le document dont je parle aussi dans le bouquin, où on voit l'arrivée de mon grand-père en gare de Londres, où il fait le signe de la victoire encore, en bravage qu'il est, avec son vêtement déchiré, mais c'est pas grave. Et on le reconnaît bien. Et on le reconnaît bien. On essaiera de la retrouver, cette vidéo, et puis j'essaierai de l'inclure dans mon portable. Je veux bien la récupérer, puis je la... Et elle, je lui dis, mais Tatan, je t'ai pas vu, toi, je t'ai pas reconnu. Elle dit, mais tu n'as pas vu un reportage sur le camp où on me voit transporter une brouette avec un cadavre dedans? C'était ma meilleure amie. Et c'était moi qui l'emmenais dans la fosse commune. Wow. Et ça t'a marqué. Voilà, oui. J'imagine. Mais elle jetait des infos comme ça, sans s'appesantir, sans rien. Et voilà. Donc, il y avait Tatan, il y avait aussi tonton Jean et tonton Antoine, qui étaient les deux frères donc, de Papy. Et Jean a été un soutien très fort durant l'émission qu'organisait Papy. Oui. Tonton Antoine, lui, il a eu moins de chance puisqu'il a été prisonnier. Dès le début. Donc, il a été évincé très vite. Mais il faisait partie des premiers contacts, transferts, abris et voilà, tout ce qui était transfert de documents. Et tonton Jean, lui, était vraiment un partenaire de résistance très proche. Où d'ailleurs, ils ont organisé le fameux 19 mars 43 à Melay. Le dernier retour de Jean Moulin. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce 19 mars 43? Eh bien, c'était mon grand-père qui était opérateur radio au sol aussi, pour accueillir ce Lysander avec Jean Moulin, il y avait le général de Lestrin et Christian Pinault. Et c'était
Une mission de une très haute mission. importance. Puisque la mission de Jean Moulin, c'était de venir sur le territoire français pour mettre en place le CNR. Voilà, ça, mais hein. tout se resserrait autour de Jean Moulin, donc Ouais. tout était surveillé, etc. Donc c'était une. C'est la mission, on va dire, principale de Klaus Barbie, puisque il le cherchait depuis très longtemps. Et on le verra un peu plus tard, c'est que lorsque ton papy a été exécuté par les Allemands, enfin les Allemands, la Gestapo, Klaus Barbie était persuadé qu'ils avaient attrapé Jean Moulin. Sauf qu'en fait, c'était pas le même Jean, puisque Jean était aussi un surnom de ton grand-père. Joseph. Joseph, oui. Donc Oui, Jean Joseph, Moulin, merci. Jean Moulin avait pris le surnom de Joseph, et mon grand-père aussi au même moment. Voilà. Donc pour Klaus Barbie, il se délectait d'aller lui-même à Loyette pour savourer sa vengeance, et puis non, c'était pas. Il s'était trompé. Et ça s'est passé comment le fameux 11 mai 43? Parce que bon, il y a eu l'arrivée de Jean Moulin, donc qui était en mars, donc il s'est passé avril-mai. Mais en mars, il y a eu l'arrivée donc de Jean Moulin d'Elestrin. Tu as suivi les pas de leur arrivée, tu as visité l'endroit où ils sont arrivés, tu as aussi visité l'endroit où ils ont passé les nuits. Voilà, où ils ont été protégés. Par les Français qui ont apporté leur aide à la résistance. Par un cousin du grand-père. D'accord. Donc la famille à fond. Voilà, ils ont passé la nuit à Marcigny. Et ensuite, Jean Moulin, tout le monde est parti dans des directions différentes. Pour ne pas se faire prendre. Et puis après, mon grand-père s'occupait surtout d'autres atterrissages. D'autres opérations. Sur les plaines de l'Ain. Donc il y avait Diemose, Loyette, où il rapatriait des résistants qui arrivaient de Londres. Et beaucoup de parachutage, d'armes, de faux papiers, de documents et d'argent. Oui, parce que l'argent, ils en avaient besoin. Voilà. Donc il y avait des containers qui arrivaient à Marchand, au-dessus de la maison familiale. D'accord. Jusqu'au 11 mai 43. Jusqu'au 11 mai 43, où là, il était en train d'émettre. Et une voiture Gogno l'a découvert. Oui. Et là, donc du coup, alors il y a un moment important dans un bar du village. Oui, parce que ils ont su qu'il y avait quelqu'un qui émettait, mais ils n'avaient pas l'adresse. Ils ne savaient pas où. Et dans ce qui m'a été rapporté, une dame de la ville de Loyette avait son fils prisonnier, dont elle n'avait plus de nouvelles. Et la Gestapo a laissé entendre que si elle leur disait, si elle savait quelque chose, il fallait qu'elle le dise. Où était logé l'opérateur radio donc qui émettait, donc le papy. Alors elle n'a jamais revu son fils, mais le grand-père est tombé. Voilà. Alors il est parti avec son vélo parce qu'il voulait s'éloigner le plus possible de son poste émetteur pour qu'on ne le prenne pas. Pour pas qu'il soit détruit. Il s'appelait Puce. D'accord. Donc je lance un appel si quelqu'un peut savoir ce qu'il est devenu, parce que après ils se sont transmis, mais j'en ai perdu la trace. Mais apparemment il a eu le temps de croquer sa petite capsule de cyanure. Ouais. Puisqu'un petit détail sordide, quand on l'a retrouvé après une longue enquête, puisqu'on a retrouvé son corps. Oui, puisque ton papa l'a pas su tout de suite. Non, alors si on peut revenir sur ce détail-là, c'est que lorsqu'il a été exécuté par les Allemands, Klaus Barbie, très déçu, entre guillemets, sans vouloir manquer de respect à ton papa, il a voulu, par vengeance, exhiber le corps donc, de ton grand-père sur une brouette avec de la paille dans le village, pour montrer aux habitants de Loyette que... Qu'ils pouvaient leur arriver Et il a même missionné des sentinelles pour garder le corps pour pas que le corps soit récupéré, sauf que les résistants ont été plus malins qu'eux. Ah oui, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé, Ils ont récupéré son corps et ils l'ont... Et il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, moi, dans mon caveau familial, il y a de la place, donc ils l'ont enterré... dans le cimetière dans un caveau de façon anonyme. À ce que personne ne le retrouve. Jusqu'en 48. Un marbrier du coin qui avait offert, qui faisait partie du réseau, qui avait offert une petite plaque, Sigy un Français. Sans un mot de plus. Voilà. Et en 48,
Et en 48, comme il était déclaré décédé, mais avec un faux nom, personne ne savait qui c'était. On ne savait pas, voilà. Et donc ton papa, il l'a su quand que ce drame a eu lieu que ton grand-père donc a été fusillé par la Gestapo? Alors, mon père est né en 1930, donc il avait 9 ans la dernière fois qu'il a vu son papa. Juste avant qu'il parte. Et quand il est décédé, il ne l'a pas su. Ils ne l'ont pas vu revenir. Et en 48, ils ont redécouvert son corps dans le... Donc le fameux Français qui était dans le caveau de la famille du cousin. De manière anonyme. Voilà. D'accord, de manière anonyme. Et 70 ans plus tard, toi, tu suis les pas de papy avec tous les documents après le décès de ton papa. Qui petit à petit deviennent parlants. Oui. Et tu commences à comprendre beaucoup de choses et à découvrir tout ça. Et rencontrer aussi beaucoup de témoins qui, à l'époque, il y a une dizaine d'années, étaient encore là. Jean-Louis Crémieux-Briac m'a parlé de lui. Et d'ailleurs, tu en parles beaucoup dans ton livre, c'était une vraie rencontre. Puisque alors tu as rencontré, tu disais, donc Jean-Louis Crémieux-Briac, qui lui a passé du temps dans le goulag de Mitchourine. Voilà, 1 an. 1 an avec papy. Un an avec papy. Et ce qui les a rapprochés, paradoxalement, c'est que Jean-Louis Crémieux-Briac était le plus jeune interné et mon grand-père était le plus âgé. Le plus vieux. Et donc ça a matché tout de suite. Ça, tout de suite, et ils se sont fait énormément d'échanges. Et pourtant, mon grand-père étant d'une origine plus que modeste, et Jean-Louis Crémieux-Briac étant un énarque déjà. Mais est-ce que dans ces périodes-là, et surtout dans le lieu où ils étaient, c'était, comment dire, il n'y a pas de différence entre prisonniers, j'imagine. Et est-ce que c'est un sujet qui a été abordé lorsqu'ils se sont rencontrés? Non, je crois que ça s'est fait naturellement. Et le fait d'être aux deux extrêmes du niveau âge, c'était un... Comme on dit, les opposés s'attirent. Oui, et puis c'était un sujet de plaisanterie. Donc, ils se charriaient. Le plus vieux, le plus jeune, etc. Tu as rencontré aussi Beit et Serge Klarsfeld. Raconte-nous un petit peu cette rencontre. Comment ça s'est passé c'est quand même des gens hyper importants dans la traque aux nazis. Qui ont toute leur vie. C'était à leur domicile parisien pour parler de Klaus Barbie, puisque c'était dans le cadre du procès, d'une interview sur Klaus Barbie. Et on a effleuré les conditions dans les camps, donc bon, t'attends, t'attends Adrienne. Et puis, je n'oublierai pas les derniers mots de Serge Klarsfeld sur le pas de la porte. Quand on est parti, où il disait que son combat s'éteignait peu à peu et devenait de plus en plus vain et presque injuste parce que les personnes qui étaient encore en vie étaient extrêmement jeunes à l'époque. Les fameuses jeunesses hitlériennes martelées. Eux étaient encore là, étaient encore poursuivables. Et cependant, ils n'étaient pour pas grand-chose de leur volonté d'homme aguerri. Et tu termines donc avec le chapitre 18 où tu te poses la question, où plusieurs personnes se sont posé la question, et si papy était revenu? Alors pourquoi est-ce que tu t'es projeté là-dessus, sachant qu'il n'est pas revenu? Ce qui m'a incité à aborder cet angle-là, c'est que beaucoup de personnes m'ont témoigné que le grand-père avait des visées plus large. Très large concernant son village, des détournements de rivières, etc. Et qui se sont faites récemment d'ailleurs. D'accord. Donc peut-être que... Mais ton grand-père en avait parlé avant de partir à la guerre, etc. Donc voilà. Ces pensées se sont transmises. Oui, voilà, il y a quelque chose qui... c'était un visionnaire. J'ai eu plusieurs fois cette remarque, et il était un peu
moqué parce que ça allait trop loin. Et en fait, quelques décennies plus tard, c'était réalisable. Ces moqueries se sont transformées et avérées en projet concret. Et moi, ce qui m'a aussi intrigué là-dessus, c'est que tu as croisé la préface et la conclusion. Tu as commencé par la préface de Papy. Après, tu as fait ta préface. Par contre, à la fin, tu as fait ton épilogue en premier et l'épilogue de Papy. Pourquoi ? Alors, c'est une réaction primaire de quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur de la poésie. D'accord. Le théâtre, donc, la poésie, tu as croisé les deux. On croise en poésie les rimes, etc. Et c'est quelque chose qui m'est venu naturellement. Naturellement, parce que c'est devenu de l'instinct à force de le travailler. Voilà, je fais toujours 3 informations, comme au théâtre, et le chiffre 3, enfin bon. Donc le naturel revient bien. Voilà, et je me suis laissée porter. Je vous invite vraiment à acheter ce livre. Il est toujours en vente. Oui. Vous pouvez trouver sur les plateformes internet. Oui. Et puis même toi, tu peux. Amazon. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez lire la vie de Pierre Delay et tous les secrets listés sur son vécu de résistant. Sachant également qu'à la fin, on a les 2 procès-verbaux des rapports de gendarmerie du 20 mars. Donc c'est quand l'avion est arrivé, où on a les détails des interviews, enfin c'est pas des interviews, des interrogatoires et témoignages de gens locaux qui expliquent qu'ils ont entendu l'avion la nuit, qu'il n'y a pas l'habitude d'avoir des avions à cette heure-ci, etc. Et qui truquent un peu pour justement ils sont obligés de répondre, mais en même temps sans trop rien dire. Voilà, la dame n'a pas dit tout ce qu'elle savait, elle a entendu, elle a noyé voilà. Et il y a aussi le rapport de gendarmerie du 11 mai 43 avec les détails de ce qui s'est passé exactement de la dénonciation jusqu'au café Thévenot et puis l'exécution de Papy. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer et à le lire. Moi, ça fait 4 fois que je le lis et c'est passionnant parce que c'est une histoire parmi tant de résistants qui ont œuvré pour la libération de notre pays. Alors, je l'ai écrit parce qu'il le fallait. Oui, tu avais besoin. Voilà. Mais surtout, j'ai mis mon mail. Avec le secret espoir que quelqu'un... je le diffuserai sur la vidéo. Je mettrai tes coordonnées et puis... faire une passerelle. Voilà. Parce qu'il n'y a pas tout dans le livre. Il y a des choses depuis 2015 que tu as découvertes. Ah ben oui, il y a de nombreuses personnes d'ailleurs assez qui se sont manifestées en t'apportant des nouveaux éléments. Et qui m'ont dit, mais votre grand-père, votre ci, votre là, donc j'ai le projet avec un ami de remanier tout ça en une fiction. D'accord. Mais avant la fiction... Mais avec Mais avant la fiction, il y a le projet de la pièce de théâtre avec Gilles. Et Gilles, depuis tout à l'heure, bon... Tu parles pas beaucoup, mais tu écoutes. C'est pas grave. Et ça te donne... ça me repose. Ça te repose. Et donc là, on fait la très bonne transition sur la pièce de théâtre, puisque tu as déjà travaillé sur la période de Jean Moulin. Oui. Puisqu'il y a eu une pièce qui a été de ton idée originale et qui a été écrite par Jean-Paul Lallègre, c'est ça, si je dis pas de bêtises, et qui a été produite de 2001 jusqu'à 2005, du nom de C'est Jean Moulin qui a gagné. Exact. Sous-entendu, c'est la résistance qui a gagné. Voilà, c'était un clin d'œil. Voilà, c'est une idée qui m'est venue en 99, puisqu'à l'époque, c'était les 100 ans de sa naissance. Alors, je connaissais Jean Moulin comme tout le monde, mais vaguement. Parce qu'on avait appris à l'école. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé à lire des livres. J'ai découvert que Jean Moulin était bien sûr le chef de la résistance, mais avant il avait été préfet, ça on savait à peu près, mais surtout aussi un artiste complet, caricaturiste, enfin quelqu'un d'une très très grande ouverture d'esprit. Et l'idée m'est venue de demander à Jean-Paul Lallègre, qui est un auteur que je connais bien, d'écrire une pièce. Alors il s'est un peu fait tirer l'oreille au début. Donc je lui ai fait une sorte de cahier des charges fonctionnel, comme on dit, des grandes lignes.
Et puis il a rempli tout ça. Et en septembre de 1999, il nous a envoyé le script, le texte, non tapé, écrit. Évidemment, ça a été le début d'une aventure phénoménale qui nous a projeté le 12 mai 2001 à la première au Radiant, avec un comité de parrainage patronné par Jean Ferrat et qui rassemblait... Qui était présent d'ailleurs. Qui était présent, et on a des photos et tout. Alors vous pouvez aller voir sur le site internet de ton association, donc Théâtre Parcours. Par cœur, on va y arriver. Mais revenons un peu sur toi. Oui. Donc toi, tu as un CV théâtral qui est très rempli depuis à peu près 40 ans. C'est à peu près 40 ans de carrière, c'est ça ? 42, ouais. Donc tu as joué à peu près une trentaine de rôles. 23 mises en scène, 2 pièces écrites. Alors c'est un peu plus maintenant, j'en suis à 43 mises en scène. Ouais. Ah oui, donc il y en a 20, j'en ai loupé 20. C'est pas grave, parce que le site est un petit peu en retard. Il faudra le mettre à jour alors. Oui, mon CV est plus à jour. Donc moi j'ai commencé le théâtre en pratique en 78. J'étais étudiant à Grenoble, j'avais des copains qui étaient dans cette mouvance. Et j'étais tombé dedans en 68 comme spectateur, puisque à l'époque, au lycée La Cassagne, Charial, poste 68, il y avait une ouverture d'esprit extraordinaire. Et mon professeur de l'époque, M. Play, nous emmenait voir des films. J'ai vu Z, le film Z de Costa Gavras, au CNP. Et en 68, on est allé en octobre 68 au Théâtre du 8e. Et toute ma génération de comédiens d'aujourd'hui, on a tous vu à peu près la même pièce au même moment, à savoir une pièce d'Audiberti, La Poupée, de Marcel Maréchal, mise en scène par Marcel Maréchal, au Théâtre du 8e. Puis après, j'ai gardé le goût d'aller voir du théâtre, et puis avec des hauts et des bas. Et puis quand en 78-79, j'ai trouvé mon emploi d'ingénieur à EDF, tout naturellement, j'ai commencé une activité de théâtre amateur au sein du comité d'entreprise EDF à Paris. Et puis je n'ai jamais arrêté depuis novembre 1979. Je n'ai jamais arrêté. Donc c'est un continuum de 43 ans qui fait que Et donc de 80 à 84, tu étais au Théâtre de Midi à Paris. Donc la troupe du comité d'entreprise EDF de Paris, je salue les amis d'ailleurs. On fait un coucou à nos amis EDF parce qu'on a le point commun de travailler. Enfin, toi maintenant tu es devenu inactif depuis quelques années et moi je continue à mi-carrière voilà, à EDF. Et ensuite en 84, tu es revenu sur Lyon. Alors en 84, donc j'arrive dans un service à EDF en 80. Et j'avais à peine posé mes fesses sur ma chaise que j'apprends au malheur que le gouvernement, et EDF avait dit oui, avait décidé de décentraliser mon service en bloc en 84 à Lyon. Situation rêvée, je n'ai rien eu à faire. On m'a transporté avec ma chaise et mon bureau au quartier Villeurbanne de Tonkin, et puis logé aussi, enfin... une situation de rêve. Donc tu te rapproches de tes origines puisque donc arrivé à Lyon. Donc on avait dès 82, j'avais préparé mon arrivée à Lyon en rencontrant le comité d'entreprise EDF de Lyon. Et ce qui fait qu'en 84, on est arrivé avec une équipe de 5-6 comédiens amateurs de mon service. On s'est rabouté à ceux qu'on avait rassemblés à Lyon et l'aventure a commencé en septembre 84. On s'est appelé Théâtre par cœur, qui est un jeu de mots sur partager un cœur, la mémoire par cœur, enfin bon, voilà, un sigle qui est resté fort et vivant, et donc on n'a jamais arrêté, depuis 84, la troupe existe, et donc... voilà. Donc des représentations un peu de partout sur Lyon, dans la région, dans le département. On tourne autant qu'on peut, alors c'est jamais facile. Surtout avec le Covid dernièrement qui a été compliqué. Alors le Covid dernièrement, mais enfin c'est un peu le statut d'amateur, nous on n'est pas des comédiens professionnels, donc déjà pour jouer c'est jamais simple, tourner ça demande une discipline supplémentaire. On arrive à tourner quand on fait des équipes plus réduites. Je m'occupe d'équipes plus réduites, on a des grosses équipes, des petites équipes. Quand on est 2-3, on arrive à tourner des pièces. Ça nous est arrivé d'aller jusqu'à Cholet. Il y a 15 jours, on est allé jouer dans une pièce sur Camille Claudel dans le Lot-et-Garonne.
7 heures de route. Voilà, mais des grosses équipes, il n'y a eu que le projet C'est Jean Moulin qui a gagné, qui par un miracle lié à Jean Moulin, à la résistance, on a pu tourner de 2001 à 2005 dans toute la région et jusqu'à Notre-Dame-d'Oué, pas loin de Chartres. D'accord. Et la pièce, on peut la retrouver sur YouTube? Alors, on l'a déposée sur YouTube, on peut la trouver. La voir en entier, d'ailleurs, je l'ai regardé voilà. avec grand intérêt et c'est vraiment un très très beau travail parce qu'on ressent le côté de Jean Moulin et on vit ses débuts jusqu'à la fin. Et c'est vraiment une pièce très touchante. Eh bien, écoute, merci, parce qu'on s'était donné du mal. Et pour la petite histoire, c'est Gilbert et Marielle Lariaga, les anciens de l'ORTF, qui étaient lyonnais et qui ont filmé et fait le montage. Et donc, du coup, Jean Moulin, à l'époque, ce qui vous a permis de vous retrouver il y a quelques temps, vous avez alors, c'est même plus fort que ça, parce que le 12 mai 2001, alors voilà, on joue Jean Moulin, Laura Diane Caluire, 400 personnes, on entame le chant des partisans. Excusez-moi, je sais pas, l'émotion revient. C'est un chant qui est très, très prenant. Mais l'émotion, c'était pas celle-là, c'est qu'on commence à peine de chanter et que donc Lucie Aubrac se lève, donc Raymond Aubrac se lève, donc tout le monde se lève et 400 personnes chantent la chanson. Chaque fois, j'ai du mal à terminer cette petite séquence. Puisque c'est une émotion pure, c'est indescriptible. Tout à fait. Et donc vous sortez du plateau, vous êtes vraiment sur l'expression de dire flotter, de ne pas toucher terre, c'est une métaphore. Il faut le vivre. Mais je l'ai vécu. Et on termine, on se rhabille et tout, je descends du plateau, il y avait Jean Ferrat, tout le monde, et la première personne qui vient me serrer dans ses bras, en donnant son émotion, c'était Marie-Claude, qui vient me dire, ça m'a ému parce qu'elle était venue avec sa troupe amateur de Chassieux, et toute l'équipe, et qui me dit, oui, mon grand-père a fait de la résistance. Donc ça, c'était il y a 20 ans. C'était le 12 mai 2001. Voilà, donc c'est dans ma mémoire, parce que, coup de chance, j'ai une bonne mémoire. Et puis le temps passe, on arrête Jean Moulin en octobre 2005 parce que quand même tourner, elle a joué 35 fois, 4 ans avec la même équipe, ça tient du miracle, même les professionnels n'y arrivent pas toujours. Bon, puis à un moment donné, ça s'épuise. Donc j'ai arrêté le projet, on a raccroché le chapeau. Alors j'ai eu souvent des sollicitations, j'ai dit que je devrais la remonter. Parce que Jean Moulin, c'est toi qui avais le rôle. Je jouais le rôle de Jean Moulin. Alors à la fin, j'étais obligé de me teindre les cheveux parce que quand même, poivre et sel, ça a commencé à être un peu juste. Et puis 2019, voilà, 2020, je tombe sur le livre de Marie-Claude, à travers Facebook et tout. Et je me suis rabouté au Cercle Jean Moulin, qui est donc une association gérée par Grégory Baudouin, de Mâcon, un cercle, d'admirateurs, on va dire, donc j'adhère à ce cercle, donc je retrouve la trace de Mollet et de Jean-Claude Ducard, puisque Jean-Claude fait partie de l'association, et en fouillant dans mes archives, je me souvenais très bien avoir écrit en avril 2000 au maire de Mollet, puisque la sœur de Jean-Claude Ducard, Catherine Ducard, s'occupait d'un festival de théâtre à Châtillon-sur-Chalaronne, et on avait fait une lecture de Jean Moulin, et Catherine m'avait dit « Ah, mais tu devrais écrire à mon frère, qui est maire de Melun, parce qu'il y a une stèle en l'honneur de Jean Moulin. » Donc j'avais écrit une lettre à Jean-Claude Ducard à l'époque, et puis bon... on n'avait pas eu de suite parce qu'on n'avait pas réussi à avoir une suite à toutes les sollicitations que j'avais pu faire. Mais il y a quand même une logique. Donc en 2020, je recontacte Jean-Claude Ducard. Donc j'avais lu le livre. Et donc après, les choses se sont enchaînées, un peu contrariées par le Covid. Toutefois. Et on a réussi en septembre 2021 à rencontrer donc moi, Jean-Claude Ducard et Grégory Baudouin. On s'est retrouvés à la mairie de Mollet. Le contact a été immédiat, enfin il n'y a pas eu de souci. Et on a convenu de faire quelque chose pour mars 2023,
D'abord parce que ça sera les 80 ans de l'arrivée, de l'anniversaire. Et puis parce que physiquement, c'était impossible en 3-4 mois de monter un projet. Donc, je me suis attelé à l'écriture d'un projet où l'idée, c'était, on s'était mis d'accord avec Jean-Claude, dire bon, voilà, c'est un spectacle d'1 heure, 1 heure 10 à peu près, et qui couvre la période de mars à juin 43. Alors, j'ai écrit des scènes qui partent du 24 août de 1939. Donc c'est vraiment le jeudi 24 août 1939. Et là, tu entames l'engagement de Pierre Delay dans la Résistance. Dans la Résistance. Et ça, c'est le début donc, de la pièce. Début. Alors, le titre de la pièce, c'est Un retour pour la France, qui fait le lien entre Jean Moulin, Retour pour la France, et Pierre Delay, Retour pour la France, puisque c'est à cette époque-là où il se lance dans la Résistance. Donc Pierre Delay est rentré en France le 31 août 1942. Il a rencontré Jean Moulin qui, comme l'a expliqué Marie-Claude, comptait partir. Ils ont dû rester 24 heures à se côtoyer, forcément. Et donc, mars 1943, il se voit. Oui. Et la pièce, comment est-ce qu'elle continue? Tu enchaînes sur... Alors, ce que j'ai fait, donc, j'ai demandé à Jean-Paul Allègre si je pouvais emprunter, avec son autorisation, bien sûr, des scènes qu'il a écrites pour C'est Jean Moulin qui a gagné, de façon à faire un raccord. Donc, on paiera les droits d'auteur de Jean-Paul Allègre pour sa pièce, et puis donc j'ai écrit 6 scènes avant qui racontent les grandes étapes que Marie-Claude a décrites, c'est-à-dire 24 août 1939, le lendemain du traité germano-soviétique, le camp russe, l'entraînement et le retour à Melay par les petites routes qui l'emmènent, etc. Donc, et ça fait un raccord avec l'arrivée de Jean Moulin, et on continue sur Jean Moulin qui qui organise le CNR, qui ensuite vit avec douleur l'arrestation de Lestrin, le rendez-vous de Caluire, qui est vécu, joué. Et là, la maison parle. La maison, alors c'est une trouvaille de Jean-Paul Allègre à l'époque, parce que c'est un peu sa technique théâtrale de faire parler les choses. Et donc la maison de Caluire est vivante et elle commente, elle est témoin actif et impuissante de l'événement tragique du 21 juin 1943. Et là où c'est la création pure de Jean-Paul Allègre, qui est une scène extraordinaire, où il a imaginé une rencontre apocryphe entre Jean Moulin et Klaus Barbie. Donc c'est une scène à Montluc. Dans les limbes. On imagine, dans les limbes, au sens poétique du terme, dans les limbes. Voilà, donc les limbes, pour ceux qui ne savent pas, c'est ni le paradis ni l'enfer, c'est les limbes au sens comment dire, de la mythologie. Donc ils sont dans les limbes et Jean Moulin, stoïque, Barbie vient le rencontrer et discute des conditions de son arrestation et vient lui demander, non pas pardon, mais de lui serrer la main entre combattants. Évidemment, cette scène magnifique pose la question de peut-on serrer la main, c'est-à-dire le symbole de peut-on oublier les crimes contre l'humanité, oui ou non. Donc c'est le thème de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Et puis après, il y a un très beau monologue que je ressors de temps en temps à la demande, où Jean Moulin explique pourquoi il ne peut pas lui serrer la main, qui est pour un comédien, qui est extraordinaire d'émotion. Voilà. Et puis donc la pièce s'arrêtera là. Alors comme il faut bien terminer quand même une pièce, j'ai introduit le personnage de Marie-Claude. Donc Marie jouera dans la pièce? Alors c'est une comédienne qui va jouer Marie-Claude, que j'ai choisie pour lui ressembler un peu. Tu voulais pas jouer dans la pièce? C'est un choix personnel? C'est trop émouvant, j'imagine? Oui, un comédien n'est jamais bon en parlant de lui-même. D'accord, déjà. On est d'accord. Et là, il y a donc un échange entre Marie-Claude, l'actrice, oui. L'actrice qui incarne Marie-Claude, et la maison de Caluire. Voilà. Et là se termine la pièce où j'ai imaginé un dialogue où Marie-Claude arrive en disant quoi, alors c'est fini, et donc la maison de Caluire lui dit non, on peut, regarde, moi qui n'étais rien du tout, je suis devenu un musée, et pourquoi toi?
ta maison à marchand ne deviendrait pas un musée et comme... Ah, c'est un appel un appel du pied. un appel du pied à la mémoire de Pierre Delay. Voilà, où je termine, comme Marie-Claude m'avait dit, que pourquoi pas faire un relais touristique. Enfin, bref, vivifier la mémoire du grand-père à travers la maison. Hein. Donc, et puis, il faut pas... souvent, on nous pose la question, est-ce que l'art peut changer la société? Alors, on ne va pas faire la révolution, Brecht le premier l'a dit, mais néanmoins, comme Molière, comme tous nos grands maîtres depuis les Grecs anciens, le théâtre ne fait pas la révolution, mais il peut influencer, il peut il apporte une évolution. Réorganiser la pensée pour qu'elle devienne opérative. Donc, il y a des tas d'exemples où des films ont pu induire des actions derrière, hein, et des pièces aussi peuvent induire des actions. Donc, alors, quand on a fait Jean Moulin en 2001, il n'y avait à l'époque aucune fiction, rien. On a été les premiers à créer une fiction dramatique. Et soudainement, l'année suivante, en 2002, la première chaîne, la deuxième, et des expos, ça a été, voilà, maintenant, Alors, pour le grand-père de Marie-Claude, on peut tout à fait imaginer que cette œuvre, qu'on va essayer de jouer le plus possible, y compris dans le Beaujolais, peut aider des politiques, aider des humanistes à prendre des décisions, à dire en disant oui, c'est vrai, on pourrait, pourquoi pas. L'exemple typique, encore une fois, de Milan, à l'époque, la maison de Caluire était abandonnée. Oui. Elle était fermée. Et elle est devenue un musée par la suite. Et suite à la pièce, oui, franchement, il y a eu tout un travail fait par le département pour racheter la maison aux héritiers. Enfin, c'est très compliqué à organiser. Et organiser un musée, et donc c'est devenu un lieu vivant de la mémoire, hein, comme le CHRD à Lyon. Je suis sûr que le travail qu'on a fait sur Jean Moulin à Caluire, en la jouant et tout, a aidé, contribué, poussé, enfin, appelons ça comme on veut. Ça fait partie de la démarche. Ça fait partie de la démarche. Donc j'ai tout à fait bon espoir que cette pièce se termine par la création d'un lieu de mémoire physique sur le père de... Parce qu'aujourd'hui, hormis les cérémonies du 8 mai et des dates donc d'avril et mai, il n'y a pas de lieu spécifique. Pour le grand-père de Pierre. Non. À part la stèle à Melay. D'accord. Et puis la plaque en mémoire à Loyette, là où il a été assassiné. La manifestation du 8 mai associe le grand-père. Donc nous, on va jouer la pièce le 19 mars 2023 à Melay. Bon voilà, c'est clouté maintenant. Voilà. Melay qui est le lieu où alors donc l'atterrissage de Jean Moulin a eu lieu dans la nuit de 19 mars 1943. Et donc gloire à la commune et à son maire Jean-Claude qui, bien avant, au tournant des 2000, a créé cette stèle mémorielle que Marie-Claude a découvert quand elle est allée à Melay, et qui rappelle la mémoire de Pierre Delay et de son frère, qui étaient les radios, etc. Donc on va la créer ici, et ensuite la pièce, on va la créer à Lyon, bien sûr. Donc elle sera jouée en tout premier lieu à Melay. À Melay. Et après elle sera déployée. Et j'ai cru comprendre ou lire quelque part que c'était prévu à Genasse aussi. Oui, le 27 mai. J'en profite pour remercier le maire Daniel Valero, qui est un compatriote, comme on dit, et puis que je connais, puisque j'ai connu ses sœurs à l'école. Genasse. Et puis bon, on se connaît tous un petit peu quand même. Et donc, on va jouer. Je lui ai écrit et tout de suite, il a répondu à mon tourneur là. Et donc, le 27 mai, en plus, il a préempté la date parce que c'est l'anniversaire de la création du Conseil national de la Résistance. Alors, ça tombe
pile poil la date. Et donc je suis très fier d'aller jouer à Genasse, qui est ma commune, cette date-là. le jour du CNR, la pièce où effectivement on va parler de la création du CNR. Dans la pièce. Voilà. Donc la première est à Melay. Oui. Il y a Genasse, mais il y a d'autres dates. Tu as contacté d'autres communes? Alors d'abord, on a pré-réservé la salle du Carbone la semaine du 9 mai 2023 pour la jouer toute la semaine, sur Lyon, et où Espace Tonkin de Villeurbanne, si la mairie de Villeurbanne, parce qu'on est plutôt de Villeurbanne, nous tire de son côté en disant la mémoire, bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on jouera à Lyon-Villeurbanne. Et donc avec Gérard Guterriez, qui est le tourneur qui s'occupe de toute l'intendance pour les contrats de cession et de tourneur, on a écrit à un nom incalculable et contacté beaucoup de mairies. Donc a priori, on a des pistes sérieuses pour Marchand, le Beaujolais. La ville de Papy-Mamie. Voilà, pour Lyon 6e, de Caluire, toute une série de communes du Val-de-Saône. Donc aujourd'hui, je ne sais pas faire le bilan puisqu'on est en phase active de recherche. D'accord. Et la date de la première, donc du coup, rappelle-nous 19 mars 2023, c'est un dimanche, ça tombe bien. Donc il y aura certainement la remise d'une gerbe à la stèle, probablement à 14h, parce que c'est l'habitude qu'ils ont. Probablement on jouera le spectacle à 15h, 15h30 dans l'après-midi. Voilà, ça sera la première à Melay, et avec le sous-préfet, le préfet, des élus. Je voulais vraiment faire cette interview. Je te remercie beaucoup, Marie, parce que c'est vraiment génial. Merci à toi aussi, Gilles, d'avoir participé à cette interview. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine. Enfin, on va se revoir d'ici là, parce qu'il y a un pèlerinage qui est prévu bientôt pour voir la tombe de maman. Et puis voir les lieux où Papy a grandi et traversé et vécu pendant la Résistance. Voilà. Et puis les donc lieux j'ai hâte où il récupérait les atterrissages. Voilà. Donc vraiment hâte de voir tout ça, de découvrir tout ça. Merci à tous les spectateurs d'avoir suivi cette interview d'Il était une fois Chassieux. Je peux lancer un petit appel? Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je lance un appel à mes copains du CEG. Donc, on ne s'est jamais revus tous parce que c'est la vie, c'est comme ça. À part Michel Fourier que j'ai revu de temps en temps. Également aux copains avec qui on faisait de la mobilette jusqu'au bac. Enfin, et notamment à une copine qui s'appelait, et j'espère qu'elle est toujours là, Michel, et qui vivait à Chassieux-le-Haut, où j'allais très, très souvent. Le nom de famille? Et alors, je suis incapable de me souvenir du nom de famille. Elle s'appelait Michel, vers Chassieux-le-Haut, pas loin de la place de Chassieux-le-Haut. Donc, vers Chasselan, pas très loin du Chasselan. Peut-être. À la place de la République. Voilà. Donc, si par hasard. Michel de Chassieux-le-Haut. On était une bande de 4 à l'époque. Alors, peut-être que les autres se souviendront de son nom de famille. N'hésitez pas à les mettre en commentaire ou en message privé, et puis on fera suivre les infos. Voilà, merci. Merci à toi. Marie, est-ce que tu as un petit mot pour les spectateurs ou pour... Là, j'avoue que... Là, t'en peux plus. Aujourd'hui, très émotif. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de... Très particulier. De très fort, Très fort. Oui, okay. Vraiment. Si parmi vous, il y a des informations à communiquer à Marie sur le passé de Papy que tu n'aurais pas encore découvert, ah oui, n'hésitez s'il y a pas une aussi. passerelle, s'il y a une passerelle, Marie recevra avec grand plaisir toutes ces informations-là. Oui. Donc merci encore une fois à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager auprès de personnes qui seraient intéressées par le passé de Pierre Delay, de Jean Moulin, pour ceux qui, comme moi, adorent cette période historique. Enfin, adorent. Le côté guerre, on ne va pas dire qu'on adore, mais qu'on est très, très friand de tous les détails qui nous rapportent à Jean Moulin et tous ceux qui ont combattu contre la barbarie nazie. Merci à tous les deux. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Que ça vous a fait du bien de partager vos souvenirs. Et puis on se dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt sur Il était une fois Chassieux. Et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.
entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sommelons à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil